Salut à tous, ici Cyril d'Hardware Cooking et dans cette vidéo on va parler d'une carte mère qui est véritablement exceptionnelle. Je parle de la X299X Aorus Waterforce Extreme, une carte qui fait, comme vous allez le voir, vraiment dans l'extrême. En effet, nous avons ici un monobloc qui va recouvrir à la fois le processeur forcément, mais aussi les VRM, le chipset et les emplacements des SSD au format M2. Il s'agit d'une carte qui est vendue à 1800 €. Donc là, clairement, le but de la marque, c'est pas de faire une carte mère qui a un bon rapport qualité-prix, mais simplement de faire le meilleur à tout prix. Dans cette vidéo, nous allons donc tester cette carte mère, la regarder de plus près, regarder ses caractéristiques techniques et ses performances en termes d'overclocking, mais aussi de refroidissement des VRM, parce que ça, dans la cuisine du hardware, on aime bien. Vous le savez sans doute, Intel a récemment sorti sa dernière génération de processeurs HEDT, donc haut de gamme, les Cascade Lake X. Il s'agit des processeurs i9 de 10e génération. On retrouve par exemple le processeur Intel Core i9 10980XE que nous avions testé sur notre site. Juste ici, je vous mets le lien. Il s'agit donc d'une génération de processeurs qui va devoir faire face à la génération Ryzen Threadripper 3000 de chez AMD. D'autant plus que cette génération de processeurs sur ce socket 2066 ici ne possède que 18 cœurs, alors que le plus petit des processeurs AMD Threadripper de la génération 3000 a déjà 24 cœurs. Autant dire que le combat n'est pas très facile, d'autant plus qu'Intel utilise toujours une finesse de gravure à 14 nanomètres pour ses processeurs. Maintenant qu'on a un petit peu situé la gamme et les processeurs qu'on peut retrouver sur ce type de carte mère, on va s'intéresser un peu plus à la carte mère, puisque c'est pour ça que vous êtes ici quand même, non ? Nous avons donc ici une carte mère qui est sur le socket Intel 2066 sur le chipset X299. Nous pourrons donc y mettre des processeurs du 10900X au 10980XE, mais nous pourrons également y mettre les processeurs de la génération précédente. Nous pourrons installer sur cette carte mère pas moins de 256 Go de mémoire DDR4 et ça en quad channel avec une fréquence maximale de 4333 MHz. Attention en revanche, tout comme la TRX 40 Aorus Extreme qu'on a testé juste ici la semaine dernière, elle dispose également d'un format XL ATX qui a la particularité d'être légèrement plus haut que le format EATX qui est déjà un format étendu de la norme ATX. Alors en pratique, ça veut dire que techniquement il faut un boîtier qui accepte officiellement ce format-là, mais peu de boîtiers l'acceptent. On pourra mentionner par exemple le Thermaltake View 91 ou encore le Be Quiet Darkbase Pro 900 qui acceptent tous deux, entre autres, ce format de carte mère assez spécifique. En revanche, notez bien que sur certains boîtiers qui ne l'acceptent pas officiellement, c'est-à-dire qui ne le mentionnent pas dans sa fiche de caractéristiques techniques, ça peut passer. Il suffit qu'il n'y ait pas de cache alimentation ou que le cache alimentation soit relativement éloigné du plateau à carte mère et la carte mère peut passer. En termes de connectivité, on peut dire qu'Aorus met le paquet puisque nous retrouvons déjà pour commencer deux ports Thunderbolt 3 et ça c'est plutôt cool, mais aussi un port Ethernet 10 gigabits en plus d'un second plus classique en 1 gigabit. Là par contre on aurait quand même aimé un deuxième en 10 gigabits. À 1800 € la carte mère, ça aurait pas fait de mal. Quant au Wi-Fi, bien évidemment, nous sommes sur la dernière norme, le Wi-Fi 6 802.11ax, permettant un débit théorique de 2,4 gigabits par seconde contre 1,74 pour la génération précédente. Le tout est évidemment accompagné du Bluetooth 5 et nous retrouvons même deux headers pour USB 3.2 Gen 2 en front panel sur le boîtier. En revanche, un petit point qui nous frustre un petit peu, surtout étant donné le prix de la carte mère, c'est que nous avons que deux emplacements pour SSD au format M2. On en aurait bien aimé un troisième voire un quatrième quelque part d'autre sur la carte mère, d'autant plus qu'une fois que votre système sera installé avec tout votre système de water cooling custom, et ben les emplacements ne seront plus disponibles. Mais c'est aussi pour ça que nous avons dans le bundle une carte d'extension PCI Express qui nous permet de rajouter 4 SSD au format M2. Celle-ci est PCI Express 4.0 alors que la carte mère n'a pas le 4.0, on est toujours au 3.0 chez Intel là.
Avant d'aller plus loin, je vous propose de faire rapidement le tour du packaging et du bundle, vous allez voir, ça en vaut le coup d'œil. La boîte de cette carte mère est particulièrement imposante et nous avons sur la face avant, comme sur les autres cartes de la gamme Extreme, uniquement la référence sur un fond noir accompagné des logos Intel. C'est sur l'arrière que nous trouvons plus de détails sur les technologies, caractéristiques techniques. À l'intérieur, nous retrouvons 3 cartons indépendants. Le premier contient la carte Aorus Gen 4 AIC Adaptor, le second contient le monobloc et le dernier, vous l'avez deviné, la carte mère. Au niveau du bundle, nous trouvons la clé USB avec les drivers, le manuel d'utilisation, le guide d'installation rapide, 6 câbles SATA, 2 antennes Wi-Fi, un G-connector, 2 adaptateurs bande LED adressables, 2 adaptateurs bande LED, le Aorus RGB Fan Commander, un câble détecteur de bruit, 2 velcro, 2 sondes thermiques, la visserie pour les SSD au format M2. Le petit contrôleur Aorus bénéficie lui aussi de son propre petit bundle et de sa propre petite boîte. C'est tout mignon, c'est tout choupinou. Notez qu'à la sortie du carton, le monobloc n'est pas installé sur la carte mère puisque forcément, nous devons d'abord placer le processeur avant de mettre celui-ci. Ça aurait été dommage de nous rajouter une étape supplémentaire pour l'assemblage de notre configuration. Ainsi, la carte mère est presque à nu, le chipset est à nu, les VRM sont à nu, on n'a plus qu'à se rincer les yeux. Ouais. Une fois le monobloc en place, visuellement, tout le monde s'accorde à dire que nous avons affaire à un design très original. D'ailleurs, il risque de ne pas plaire à tout le monde, mais à la rédaction, nous sommes clairement conquis. En effet, nous avons un très imposant monobloc qui couvre une grande partie de la carte. Accompagné du monobloc, nous retrouvons aussi un grand cache sur la partie droite de la carte. Effectivement, le monobloc recouvre le processeur, les VRM, le chipset, mais aussi les emplacements pour SSD au format M2. Évidemment, il y a plein de LED RGB absolument partout sur le monobloc, et nous retrouvons aussi des touches de RGB au niveau de la connectique arrière de la carte mère. Quant à l'arrière de la carte mère, nous retrouvons une belle backplate en nanocarbone, et là nous sommes forcés d'avouer que c'est la plus belle que nous ayons vue jusqu'à présent. Dommage que celle-ci soit ensuite cachée. Un énorme bon point pour le niveau de finition irréprochable qui a été apporté à cette carte mère. En même temps, pour ce prix, c'est la moindre des choses, j'ai envie de dire, parce que 1800 €, une carte mère, quand même quoi. Une mention particulière aux parties en métal que nous retrouvons sur le monobloc, au niveau du chipset et sur le haut de la carte mère, entre le cache de la connectique arrière et le monobloc. Sur le haut à droite de la carte mère, nous retrouvons les 2 ports d'alimentation EPS, mais aussi un bouton Power, OC et OC Ignition. Nous sommes également ravis de trouver une partie de la connectique coudée à 90 degrés sur la partie droite de la carte mère, avec notamment l'alimentation 24 pins et le header USB 3.0. Dommage, les 2 headers USB Type C ne le sont en revanche pas. Bref, plutôt sympathique comme carte mère, non ? Quant à la connectique arrière, nous retrouvons 2 ports Thunderbolt 3, des USB Type C avec USB 3.2 Gen 2, mais aussi 2 ports USB 3.2 Gen 2 de type A, 2 ports USB 3.2 de première génération, 2 ports USB 2.0, 2 ports DisplayPort, 2 ports RJ45, le premier en 10 gigabits, le second en 1 gigabit, les 2 entrées pour les antennes Wi-Fi, l'entrée optique et bien sûr les 5 mini jack. Notez qu'Aorus intègre un système de détection de fuite qui stoppe automatiquement l'alimentation afin d'éviter des dommages. Oui, parce qu'à la base on nous apprend depuis tout petit que mélanger l'eau et l'électricité, bah c'est pas bon. Dans les faits, j'ai testé ce système simplement en posant mon doigt humide sur une des zones et je peux vous dire que instantanément, le système s'est coupé. Le système est vraiment très efficace et pour le coup, il a mon entière confiance. Ouais. Nous avons également sur la carte mère pas moins de 10 sondes de température réparties, dont 2 via des sondes qui se branchent. Notez aussi la présence d'un câble qui va permettre de mesurer le bruit généré par la configuration, offrant la possibilité de réguler la vitesse des ventilateurs en fonction du bruit. La fonction Fan Stop est toujours présente et permet de stopper les ventilateurs lorsque la température des composants est largement acceptable, que tout est bien au frais quoi.
En plus de posséder un contrôleur permettant le branchement de 8 ventilateurs supplémentaires, le contrôleur Aorus RGB Fan Commander peut également contrôler le RGB des ventilateurs, qu'ils soient adressables ou non, cela grâce à un câble 3 en 1 et c'est vraiment sympa. De plus, chaque ventilateur et appareil RGB peuvent être contrôlés indépendamment des autres, ce qui en soi est plutôt intéressant. Pour revenir rapidement sur la carte d'extension pour les SSD au format M2, la Aorus Gen 4 AIC Adaptor, elle permet donc de connecter 4 SSD supplémentaires NVMe. Cette carte dispose d'un véritable système de refroidissement pour les SSD via des pads thermiques, un dissipateur thermique et même un ventilateur de 50 mm de type blower afin de refroidir le tout avec en plus plusieurs profils de ventilation et ça c'est vraiment sympa aussi. Nous allons maintenant tester l'overclocking de cette carte mère et pour ça nous allons regarder les températures, les tensions du processeur mais surtout les scores obtenus sous notre benchmark 3D Mark Firestrike. Pour tester cet overclocking, nous allons faire les mêmes benchmarks avec la carte mère sous 3 états différents. Premier état, la carte mère à stock, donc c'est-à-dire que tous les paramètres sont d'usine, mis à part le XMP que nous activons pour la RAM, bien sûr. Ensuite, nous passons par l'overclocking automatique que propose la carte mère. Et enfin, nous passons par un overclocking manuel qui correspond à nos paramètres de notre test spécial VRM qui vient juste ensuite. J'espère bien que si vous dépensez 1800 € pour une telle carte mère, vous allez pas lui foutre un overclocking automatique. Hein, ça serait une hérésie, un blasphème. En pratique, l'overclocking automatique a fixé la fréquence du processeur Intel Core i9 10980XE à 5 GHz. Pour notre OC manuel, nous sommes fixés à 4,7 GHz pour une tension de 1,15 V. Des paramètres que nous avons définis pour notre test spécial VRM. Ces paramètres nous permettent de ne pas dépasser les 90 degrés pendant notre stress test d'1 heure sous Prime 95. La grande question qui se pose ici et à laquelle on va répondre, c'est est-ce qu'on peut gagner à la fois en performance et en température en paramétrant manuellement les paramètres. Avec les paramètres à stock, nous obtenons 27 507 points en physics score sous Firestrike. L'overclocking automatique nous fait passer à 28 058 points, soit un très léger gain pour un OC qui passe pourtant nos cœurs à 5 GHz. Avec nos paramètres manuels qui font fonctionner nos cœurs à une fréquence de 4,7 GHz, nous passons à 33 157 points, ce qui montre que l'overclocking automatique se limite fortement dans ce qu'il modifie comme paramètre. Encore une preuve qu'il vaut toujours mieux passer par un overclocking manuel qu'automatique. Comme si cela ne suffisait pas, la température du CPU passe de 55 degrés à stock à 71 degrés avec l'overclocking automatique. Pourtant, avec notre profil manuel, qui est selon Firestrike bien plus efficace, nous atteignons les 57 degrés. La raison est simple, la tension appliquée au processeur augmente avec l'OC automatique, un fait quasi universel. En stress test, nous relevons 1,32 volts à stock pour 1,353 volts avec l'OC automatique. Quant à notre profil manuel, eh bien, il est fixé à 1,15 volts. Regardons maintenant de plus près les températures VRM. Vous le savez maintenant, les VRM c'est très important dans une carte mère puisque ce sont elles qui vont fournir au processeur le courant dont il a besoin. Des VRM bien refroidis vont permettre de ne pas endommager dans un premier temps la carte mère mais aussi le processeur et dans un second temps d'éviter un effet de thermal throttle. Le thermal throttle c'est quoi? C'est que quand un composant est trop chaud, il va de lui-même dégrader ses performances afin de réduire la température pour ne pas risquer de s'endommager physiquement à cause de la chaleur. Un thermal throttle sur les VRM se traduit par la fréquence du processeur qui va baisser drastiquement pendant un laps de temps afin de récupérer une température à peu près acceptable sur les VRM, mais forcément cela au prix des performances. Et lorsque nous sommes sur un rendu par exemple, dans un logiciel lourd comme Adobe, et ben ça peut être de précieuses minutes de perdu, et le temps c'est de l'argent.
Bref, grossièrement, c'est pour ça qu'il faut que les VRM soient bien refroidies, mais aussi qu'elles soient assez costauds pour encaisser autant d'énergie, puisque là nous sommes quand même sur un processeur qui consomme plus de 600 watts lorsqu'on fait un petit peu d'overclocking dessus. Pour tester ces VRM, nous allons donc comme d'habitude unifier en quelque sorte les paramètres dans le BIOS pour que nous puissions comparer les résultats avec d'autres cartes mères. En effet, il y a plein de paramètres à fixer manuellement, surtout au niveau de la tension, puisque ce n'est pas parce qu'on met du 1,15 volts dans le BIOS par exemple qu'on aura réellement du 1,15 volts. Et c'est pour ça que dans nos tests spéciaux VRM, nous relevons la tension au multimètre à l'arrière du socket. En effet, selon la marque ou la référence de la carte mère, on peut avoir des différences qui sont plus ou moins grandes et qui fausseraient littéralement tous les résultats. C'est pour ça qu'il est important d'unifier tous les paramètres afin que le résultat soit réellement comparable entre les cartes mères. Bon, en revanche ici, c'est quand même la seule carte mère de ce socket que nous testons de cette manière. Donc il n'y a pas de réelle comparaison avec... Et puis de toute façon, on est sur une carte hors norme, 1800 € avec un monobloc. Une fois que tous les paramètres sont rentrés dans le BIOS, nous allons lancer un stress test qui va durer 1 heure sous Prime 95, donc ça va chauffer sévère. Ensuite, pour relever les températures des VRM, nous allons procéder de la manière suivante. Premièrement, nous prenons notre caméra thermique et nous allons regarder la carte mère de face. Bon, concrètement, ici, on va pas voir grand chose puisque le monobloc recouvre absolument toutes les bobines et condensateurs. Et ensuite, on va aller à l'arrière de la carte mère, derrière le PCB, pour là aussi regarder à la caméra thermique ce que ça donne, puisque la température sur le PCB est aussi un aspect important. Notez d'ailleurs ici que le PCB dispose de 8 couches. Deuxième méthode, nous prenons notre thermomètre laser et nous visons le point le plus chaud qu'on a vu à la caméra thermique de face, mais aussi à l'arrière. Et enfin, nous relevons la température via le logiciel HW Info sur la sonde des VRM. Avec ces trois méthodes de relevé, nous avons assez de données pour avoir des valeurs assez représentatives des températures VRM. Quant à la configuration des VRM, nous avons ici 16 phases TDA 21472 de 70 A. Le contrôleur est un Infineon IR35201 dans une configuration 8+0 et utilise un doubleur de phase IR3599. Trêve de bavardage et de théorique et place au résultat. De face, le résultat est sans équivoque puisque nous relevons 45,5 degrés au maximum. Et il ne s'agit même pas d'un dissipateur thermique, il ne s'agit même pas du PCB, il s'agit de la RAM. C'est dire à quel point les VRM sont fraîches. En effet, le monobloc recouvre toutes les parties critiques et on voit pas grand chose. À l'arrière de la carte mère, nous relevons 55,9 degrés à la caméra thermique et 56 degrés au thermomètre laser. Des températures qui sont tout simplement excellentes, mais prenez bien en compte la backplate qui cache une partie du PCB. Soit HW Info, le résultat est sans appel, les VRM ont atteint un petit 54 degrés au maximum et la place en haut du classement. Un excellent résultat forcément dû à l'imposant monobloc dont dispose cette belle X299X Aorus Extreme Waterforce. Comme nous le voyons sur les images thermiques, aucune bobine, aucun condensateur des VRM ne paraît, ce qui a pour résultat de ne voir que le monobloc, la mémoire DDR4 et le cache de la connectique. Ne voyant pas les éléments qui chauffent vraiment dans ce test, on s'aperçoit qu'ici c'est notre kit mémoire qui présente le point le plus chaud. Pour en voir plus sur les températures des VRM, il faut passer à l'arrière de la carte mère. Là encore, une grande partie de la carte est cachée par la magnifique backplate en nanocarbone, mais nous pouvons voir le point le plus chaud au-dessus du socket vers le milieu. D'ailleurs, la température relevée tend à confirmer le relevé d'HW Info. En conclusion de ce test, nous sommes particulièrement satisfaits de cette carte mère. En effet, nous avons un monobloc absolument magnifique, énorme et surtout très efficace. Nous avons un bundle particulièrement complet aussi, et nous avons une connectique complète, ou presque. En effet, c'est là que ça coince un petit peu pour nous, puisque pour commencer, nous avons effectivement deux ports Ethernet avec un port en 10 gigabits et un second en 1 gigabit. Mais pourquoi pas deux en 10 gigabits avec une agrégation des liens
pour passer sur du 20 gigabits, comme ça a été fait sur la TRX 40 Aorus Extreme. À 1800 € la carte, ça aurait pu être pas mal. De plus, nous avons seulement 2 ports pour SSD au format M2 sur la carte mère, et ils sont sous le monobloc. Alors le problème, ce n'est pas qu'il n'y en a que 2 sous le monobloc, le problème c'est qu'il n'y a pas un 3e, voire un 4e emplacement qui ne soit pas sous le monobloc. En effet, là, une fois qu'on a son système installé avec son intercooling custom, ça devient très compliqué de changer ou même ajouter un SSD au format M2 puisqu'il faut démonter le monobloc. Ou bien il faut passer par la carte d'extension PCI Express, mais tout le monde n'a pas forcément envie de rajouter une carte comme ça. 1 ou 2 emplacements supplémentaires qui n'auraient pas été sous le monobloc auraient été bienvenue. Pour parler de l'overclocking automatique, alors là c'est simple, on oublie, hein. Si c'est juste pour augmenter les températures et un petit peu les performances, honnêtement ça n'en vaut pas le coup, il vaut mieux rester soit à stock pour avoir de bonnes températures, soit faire un overclocking manuel tout simplement. Pour revenir sur le prix, 1800 €, clairement on n'est pas sur du rapport qualité-prix, la qualité est là forcément, et encore heureux pour ce prix là, mais on est surtout dans l'overkill à tout prix. Mais quand je dis à tout prix, c'est littéralement à tout prix. Déjà la dernière carte mère TRX 40 qu'on a testée qui vaut 1050 €, c'est très cher pour une carte mère, mais là 1800 € la carte mère, c'est chaud hein. Évidemment, si vous voulez vous faire un gros kiff en vous achetant cette carte mère, je vous mets les liens dans la description vers Amazon et LDLC. On a maintenant fini la vidéo test de cette carte mère et prochainement vous pourrez la retrouver dans un autre projet. J'ai hâte de vous montrer ça. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver ce test et bien plus encore sur notre site www.hardwarecooking.fr. Je vous mets le lien dans la description. Mettez des pouces en l'air, des commentaires si vous avez des questions ou s'il y a quoi que ce soit. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications de nos prochaines vidéos. Et comme toujours, on vous prépare encore et toujours du lourd pour vous en mettre plein les yeux. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.